Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois un membre de la revue Position, c'est au pluriel, qui est donc une parution trimestrielle dont la ligne idéologique est résolument marxiste. L'idée de ce premier podcast, je dis premier parce qu'on va faire une série d'épisodes ensemble, c'est d'échanger, de discuter tout un tas de points saillants de la philosophie de Spinoza, que ce soit la question de Dieu, de la liberté, de la béatitude et autres, notamment en mettant aussi l'accent justement sur un prisme d'analyse marxiste. C'est une idée qui est née sur Twitter, où on nous a interpellés plusieurs fois tous les deux sur justement des questions liées à l'interprétation des écrits de Baruch Spinoza. Alors aujourd'hui, c'est un épisode assez introductif et donc léger, où on présente un petit peu les thématiques en question. Vous verrez que dedans on essaye de définir les termes qu'on emploie, parce que le jargon philo est parfois pas forcément évident. C'est quelque chose qu'on va essayer de continuer à faire au fur et à mesure qu'on va avancer dans ces épisodes, donc n'hésitez pas à le signaler en commentaire s'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont confuses, etc. En tout cas, dans l'épisode d'aujourd'hui, on est resté assez light parce que je voulais qu'il serve de porte d'entrée au sujet sans doute plus technique qu'on va aborder à l'avenir. Et puis comme je vous disais, je voulais aussi qu'on amorce les liens qu'on peut faire entre Spinoza et Marx, qu'on commence à entrevoir un petit peu leurs limites potentielles aussi, et je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. En tout cas, je suis assez content de cette discussion et des prochaines qu'on va avoir, et donc sans plus attendre, voici ma conversation avec Christophe de la revue Position. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Pour commencer, et c'est quelque chose que je fais avec chaque invité, j'aurais aimé que peut-être tu te présentes un petit peu toi personnellement, que tu parles un petit peu, alors dans la limite de ce que tu as envie de dire ou pas, hein, mais que tu parles un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à la philosophie, et puis peut-être aussi des auteurs avec lesquels tu es le plus familier. Évidemment, on va évoquer dans l'épisode d'aujourd'hui beaucoup Spinoza, mais on va aussi évoquer justement le lien qu'il peut y avoir entre Spinoza et Marx. Et donc voilà, ouais, peut-être si pour commencer, on pouvait évoquer un petit peu ces points-là de ton parcours intellectuel. Pas de problème. Donc moi j'ai un parcours philosophique, on va dire, avec un petit parcours universitaire et beaucoup en autodidacte. Philosophique par passion et par un peu travail militant, avec l'engagement, j'ai eu beaucoup d'engagement, bon voilà, plutôt à gauche ou à l'extrême gauche. Et effectivement, la pensée philosophique, au sens un peu large, hein, c'est-à-dire le travail sur les sciences humaines et puis toute la recherche autour de la pensée de la société en général, m'ont donné goût à la philosophie qui est quand même un peu délaissée par les militants, qui a une grosse tradition à gauche et à l'extrême gauche via Marx, mais qui, sur les dernières décennies, était plutôt remplacée par la sociologie. Et voilà, moi je pense que la philosophie, elle a encore des choses à dire, même si elle ne peut plus les dire de la même manière que depuis l'apparition des sciences humaines. Donc voilà, donc c'est une passion et une nécessité, on va dire, pratique et militante. Moi, sinon, plus largement, voilà, un parcours militant, et puis j'ai un peu plus de 30 ans, entre 30 et 40 ans, donc beaucoup de philosophie marxiste, mais en parallèle, voilà, comme ça se répond, beaucoup de philosophie finalement rationaliste. Donc finalement, Spinoza est un auteur qui est inévitable quand on est marxiste et qu'on approfondit la recherche marxiste en philosophie, et tout le courant rationaliste. Là où effectivement la philosophie beaucoup plus métaphysique ou spéculative va apparaître comme secondaire, voilà. Donc c'est pour ça que donc toute la tradition rationaliste et ensuite le marxisme, ça va être, on va dire, mes préférences, quoi. Voilà. Donc, Ok. Très bien, très bien. Et pour poursuivre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de la revue Position, nous en dire plus sur qui vous êtes, combien vous êtes un peu, comment ça fonctionne, et puis la nature du projet. Je crois que alors je connais pas très bien, moi j'ai regardé un petit peu le site, mais je crois que c'est quand même relativement récent. Vous avez combien de temps d'existence? ouais, alors nous on est né pendant et après les Gilets jaunes. En D'accord. fait, on est un petit groupe de gens qui naviguaient plutôt, on va dire, à gauche et à l'extrême gauche, qui ont d'abord été un peu, comme tous ces milieux-là, surpris et un peu à la traîne des gilets jaunes, parce que c'était pas forcément Facebook, les milieux sociaux, enfin les gilets jaunes au début étaient très dépolitisés, donc un peu surpris mais curieux. Il y a eu
Il y a eu d'autres gens dans les milieux d'extrême gauche, d'ultra gauche, ont été surpris, mais réticents ou critiques. Nous, on a été surpris, mais curieux, et tout de suite, en fait, on s'est tout le monde s'est mis dans le mouvement, parce qu'on a vu tout de suite les potentialités progressistes et que le mouvement Gilets jaunes disait des choses sur la société. Donc voilà, comme on était à l'ultra gauche, et puis enfin pas tous, mais il y en a qui étaient de gauche, d'autres extrême gauche. Tout le monde s'intéresse justement quand ça se réchauffe en fait. Voilà. Et donc chacun a fait son chemin, et puis voilà, en se retrouvant le samedi pendant les manifestations, etc. On a conçu un petit groupe, et puis ensuite quand le mouvement s'est un peu refroidi et un peu retombé, on a essayé un peu de faire le bilan. On essaie de faire un peu le bilan critique des Gilets jaunes, ses limites, ses impasses et puis ses potentialités. Et on s'est dit que ce qu'il avait manqué, c'était une forme de conscience, quoi, et de politisation un peu plus aiguë des couches sociales qui se sont battues pendant les Gilets jaunes. Et donc voilà, on a fait un petit peu l'inventaire, et donc Position Revue est née là-dessus pour faire ça. Et pour être présent vraiment dans les réseaux sociaux, et pour faire un peu le pont entre tu vois, la revue universitaire qui est souvent très intéressante mais qui est inaccessible, alors qui peut être inaccessible de manière purement matérielle parce qu'elle est payante, parce qu'elle est voilà, mais qui est aussi inaccessible par ses biais scientifique, symbolique, le capital culturel et éducatif que tu dois avoir pour pouvoir lire un article de revue universitaire ou scientifique. Et puis du coup, on voulait et le pont entre un autre forme de média qui est le journal militant un peu, et qui est là peut-être des fois trop partisan ou trop spécifique, trop limité, et qui, on l'a vu dans les Gilets jaunes, on peut aussi rebuter. Voilà, donc on voulait être à cheval entre les deux. C'est pour ça qu'on est assez présent sur Twitter, mais qu'on essaye de développer un peu ça. On n'est pas un gros groupe, on est à peu près une dizaine de personnes pour tenir le site, faire des échanges, etc. Donc, mais voilà, être le pont entre le quotidien militant et puis la revue universitaire, justement, et d'être actif un petit peu sur les plateformes de réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on a vu que aujourd'hui les gens ils se politisaient avec ça, ils échangeaient avec ça, et voilà, donc on essaye de faire ça. Donc à ce pont-là, ça veut dire qu'on va faire venir des chercheurs, mais que on va essayer plutôt de faire des entretiens où on va leur demander des articles spécifiques avec une thématique. Nous, on essaye de faire des numéros thématiques, donc en ligne, avec un thème, et puis tous les entretiens, les chercheurs, les articles vont tourner autour de ce thème, pour faire avancer un petit peu le niveau d'analyse critique. Et pas seulement d'analyse critique, parce que nous, on reste marxiste et on reste dans la pensée du dépassement, c'est toujours d'essayer d'avoir une critique et un programme. C'est un petit peu le fondement du marxiste. Là où l'universitaire va pouvoir être que très critique, c'est-à-dire donner l'analyse de la société, ses limites, etc. Mais souvent ou même tout le temps, il y a cette volonté d'objectivité et de mise à distance du scientifique qui va dire moi je fais l'analyse de ce qui marche pas, mais j'ai pas de solution pour résoudre le problème. Et inversement, des fois des militants qui ont des programmes tout faits, mais qui sont souvent datés, dépassés, qui mériteraient d'être mis à jour par la situation. Donc, voilà, donc l'idée c'est toujours d'avoir ces deux jambes. Pas dans le simple diagnostic, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Très bien. Alors comme j'aurais dit dans l'intro, là on entame une série de podcasts qui sont consacrés à Spinoza. On va aborder pas mal d'aspects de la pensée du philosophe néerlandais du XVIIe. Mais pour ce premier épisode, on en parlait en off, l'idée c'était d'y aller assez progressivement. Et donc une question que j'ai envie de te poser, sachant ce qu'on vient d'évoquer un petit peu sur la revue Position, votre ligne résolument marxiste, etc. Comment vois-tu Spinoza au regard de ce prisme-là ?
pour nous, c'est, comme on l'a dit, hein, le marxisme n'est pas, il ne naît pas de nulle part et il ne naît pas contre tout, quoi. Il y a des apports des philosophes antérieurs. Et si Spinoza est un apport fondamental dans, on va dire, la pensée rationaliste et l'épistémologie pour analyser et comprendre le monde. C'est-à-dire être capable de montrer que le monde social a ses causalités, a des déterminations extérieures, a des lois qu'on est capable de plus ou moins comprendre, de comprendre avec des degrés de perfection différentes. Tout ce travail-là on va dire tu m'arrêtes, hein, Noé, mais on va dire tout ce cheminement vers le maximum de raison possible et le maximum de compréhension possible de l'état du monde. Ça, c'est vraiment on va dire la dette que tout marxiste peut avoir envers le rationalisme et plus spécifiquement envers Spinoza. Voilà. Donc c'est un philosophe qui est là-dessus important et qu'il faut comprendre, et plus largement que Spinoza, hein, parce que c'est l'analyse marxiste, puis c'est le recul, c'est ce que Marx va promouvoir quand il va montrer que la bourgeoisie était révolutionnaire. Alors Spinoza est pas réellement un philosophe de la bourgeoisie comme pouvait l'être Descartes, et d'ailleurs ce sera intéressant de montrer que la différence de situation sociale entre Descartes et Spinoza explique aussi leurs écarts un peu d'analyse philosophique. Mais clairement, on voit bien que Spinoza, de manière vraiment générale, s'inscrit dans les classes sociales qui, au XVIIe siècle, grâce à la raison, se sont attaquées, on va dire, à l'ancien régime, à l'ancien ordre, très symbolique, très permanent, pour justement apporter la pensée de la transformation. Alors, c'est là où on peut discuter s'il y a une pensée de la transformation chez Spinoza, mais au moins la pensée de la raison et la pensée de la connaissance en tant que pratique. Voilà. Ça, s'il y a vraiment quelque chose de fondamental dans le rationalisme et spécifiquement chez Spinoza, c'est la connaissance en tant qu'effort, que pratique, et lui il va jusqu'au bout. C'est une éthique carrément de savoir et de connaître. Et ça c'est fondamental dans les transformations de la compréhension du monde et dans l'apport qu'on peut avoir de la dette que le marxisme a envers Spinoza. Ok, intéressant. Alors peut-être c'est l'occasion de donner quelques définitions, parce qu'il y a plusieurs termes qu'on va être amené à utiliser dans cette conversation et dans les prochaines, et qui sont d'ailleurs aussi des termes qu'on entend beaucoup, je trouve en ce moment sur les réseaux sociaux, pas mal dans les cercles de gauche. Je pense à évidemment ce que c'est que le matérialisme, ce que c'est que l'idéalisme. Je pense qu'après, c'est peut-être pas encore important de le faire aujourd'hui, mais il faudra qu'on parle un petit peu de ce que c'est que le monisme aussi. Oui. Donc voilà, ouais, est-ce que peut-être on peut donner des définitions un peu sommaires de ces termes-là, sachant que, voilà, on en a parlé ça aussi en off, mais je vais rediriger vers tout un tas de vidéos que tu as fait avec Paduring, où là il y a des vrais tunnels très très détaillés où on peut en apprendre beaucoup plus là-dessus, mais voilà, de façon un peu sommaire, comment définir ces termes-là que sont le matérialisme et l'idéalisme? C'est simple. Alors, ils peuvent avoir des rapports un peu complexes, mais si on doit définir de manière très très sommaire pour un peu rentrer dans les choses, puis en fait, les gens qui s'intéressent à ça vont se rendre compte qu'il y a un peu des variations. Mais l'idéalisme, c'est au moins deux choses, c'est-à-dire la pensée que le monde des idées, le monde de la connaissance, le monde on va dire de l'expression intellectuelle est séparé de la matière et même prime sur les relations matérielles. Voilà. Donc il va y avoir des variations entre ça. Il y en a qui vont penser que il y a une séparation mais pas de primauté, d'autres qui vont penser qu'il y a une primauté, mais voilà, il y a en tout cas une séparation entre l'un et l'autre, et puis un passage de l'un à l'autre qui est
est inconnaissable en fait et qui crée une frontière un peu radicale épistémologique entre les deux. Matérialiste, c'est l'inverse. Il va considérer que, alors c'est pareil, hein, il y a deux sortes de matérialisme. Le matérialisme marxiste, qu'on appelle matérialisme dialectique, c'est pas du tout le matérialisme mécaniste, mais c'est quand même de considérer qu'il y a une primauté de la réalité, de la matière, et que l'expression des idées, de la connaissance, etc., est tout au moins conditionnée, ça va plutôt être un aspect marxiste, par cette matière, ou carrément déterminée, c'est-à-dire produit de manière causale et physique, donc un matérialisme extrêmement linéaire, rationaliste, voilà, ça va être le physicalisme en fait, considérer qu'effectivement la pensée n'est qu'un processus issu de phénomènes physico-chimiques, voilà. Le matérialisme dialectique, lui, va considérer que la pensée est un phénomène qui ne peut pas exister sans compréhension des rapports matériels. Voilà. Donc il y a une relation qui est un peu différente, qui est dialectique du coup. Comprendre la pensée, c'est forcément interroger les rapports matériels et la matérialité. Comprendre la matérialité, c'est comprendre la pensée. Et puis un matérialisme qui va être extrêmement causal, voilà, qui est c'est un marxiste sur lequel c'est un matérialiste sur lequel les marxistes vont un peu se battre, quoi. Et des fois ils vont le rejoindre et puis des fois ils vont s'en éloigner. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très bien. J'ai plusieurs questions. Alors, avant qu'on parle de Spinoza, c'est vrai que moi, c'est une dichotomie que je trouve fascinante en philosophie et sur laquelle j'ai beaucoup de sources assez différentes. T'écoutes un peu des penseurs contemporains idéalistes? Je pense à quelqu'un comme Castrup, par exemple. Je connais, mais je connais pas bien, donc je pourrais pas. Ok, bon, c'était vraiment une parenthèse par curiosité. Non, mais moi, je serais curieux d'en entendre parler. Je trouve qu'il est assez intéressant. Il y a quand même pas énormément d'idéalistes que je trouve très convaincants, pour être tout à fait franc. Mais lui, je le trouve, je trouve que c'est l'un des rares qui a des bons arguments, je trouve. Bah, c'est intéressant parce que ce que tu dis, là, ça va être vraiment une analyse marxiste, c'est de dire, c'est de plus en plus difficile, vu le développement de la raison et le développement de la connaissance, on va dire scientifique, etc., effectivement, d'être idéaliste. Donc, pour qu'il soit pertinent, faut qu'il reste encore des espaces, effectivement, où la raison idéaliste donne du sens à des choses sociales, matérielles, phénoménales. Donc, je t'enverrai des trucs sur mais ouais, je trouve qu'il a des arguments assez intéressants. Et du coup, pour rester sur cette thématique-là, mais revenir vers Spinoza un petit peu, c'est vrai que moi, je suis assez... En fait, l'œuvre de Spinoza est tellement, je trouve, complexe et nuancée que pour moi, il y a vraiment des éléments qui se rattachent un peu aux deux chez lui. Je ne sais pas si tu seras d'accord. Récemment, je regardais une vidéo je crois que c'est l'Université permanente, il y a quelques années, où justement, il parle un peu... où il parle un peu des aspects matérialistes dans la pensée de Spinoza, et en même temps il y a pas que ça. La question n'est pas vraiment tranchée. On peut interpréter certains aspects de son système métaphysique comme penchant plutôt vers une forme d'idéalisme aussi, et en même temps il y a ce monisme chez lui qui peut être peut-être pas apparenté à une forme de matérialisme, mais qui est pas non plus totalement on va dire que il y a un cousinage, quoi. Ouais, complètement. Moi j'ai plutôt tendance à penser que Spinoza sur ça est un philosophe de la frontière en fait. Et là c'est vraiment l'analyse historique qui montre ça. En fait, il y a moi mon philosophe, on va dire un peu maître, hein, c'est Lucien Goldman, pour y revenir, mais donc c'est un épistémologue, sociologue marxiste du XXe siècle. D'origine roumaine et puis ensuite français, qui a une très 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 belle œuvre, qui a été il est mort assez jeune, donc en 1970, donc il avait posé des bases qui sont extrêmement intéressantes, qui ont été plus ou moins reprises après par la sociologie universitaire, mais un peu sorti du marxisme, alors que lui était fidèle à ça. Ça aurait été très intéressant qu'il continue de vivre, mais bon, voilà, on va pas faire de la spéculation. Mais voilà. Bien sûr. Mais bref,
Non, parce qu'il a une œuvre inachevée. Ouais, il y a des gens qui ont, on peut lire en fait dans les œuvres le processus, quoi. Il y a des gens qui ont une pensée déjà même presque toute faite. Temps, c'est pas le cas. Donc bref, et pour revenir à ça, Lucien Goldman va dire, bah en fait, quand on parle d'idéalisme, de matérialisme, etc., c'est des structures significatives pour essayer de comprendre un peu et puis d'organiser un peu les choses et puis donner, quand on dit significatif, voilà, qui vont permettre de donner du sens aux choses. Mais l'idéalisme et le matérialisme, finalement, c'est des catégories a posteriori. Il a fallu forcément le développement du matérialisme à l'intérieur d'un monde idéaliste pour qu'aujourd'hui on ait ces deux catégories-là oppositionnelles. Et clairement, Spinoza, mais même Descartes ou Leibniz à ce moment-là, c'est difficile de les mettre d'un côté ou d'un autre, parce que venant eux-mêmes d'une tradition idéaliste, mais via les développements des forces productives de leur époque, voyant les limites de celles-ci, commencent à développer le matérialisme, et donc il y a chez eux plein de ponts entre les deux, de passages, de commencer de commencement d'un matérialisme, de commencement, chez Spinoza, lui on va dire c'est vraiment un des aspects les plus significatifs par rapport aux autres, c'est le monisme, c'est-à-dire cette unité totale entre les deux. Mais voilà, on peut pas. Spinoza n'est pas un physicaliste, par exemple. Donc on peut pas faire de Spinoza aujourd'hui. Les spinozistes aujourd'hui vont souvent être physicalistes parce que en fait la continuité de l'ultra-déterminisme rationaliste de Spinoza avec le progrès des sciences sociales, etc., amène justement ce monisme plus ce déterminisme à avoir une pensée très très physicaliste. Or Spinoza, lui, il est dans le mouvement, quoi. Il est dans la contradiction. Il critique l'idéalisme, enfin certains aspects. Il est bien obligé par les limites de sa position historique et les limites des développements de la connaissance de son époque à garder une part d'idéalisme. Donc c'est des philosophes qui sont à la frontière, quoi. Voilà. Et donc moi je pense que c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant aussi aujourd'hui dans une certaine forme de retour à Spinoza, c'est que il y a cette effectivement dialectique chez Spinoza où par certains aspects il est matérialiste, par certains aspects il est idéaliste, et plus qu'une contradiction, enfin plus qu'une une incohérence, un paradoxe, c'est une contradiction, on va dire, féconde. Voilà. Je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez d'accord, c'est ce que je trouve assez intéressant aussi. Juste pour toujours rester dans cet effort d'essayer de donner quand même des petites définitions assez basiques, on va dire. Tu as évoqué le physicalisme, est-ce que tu peux le définir brièvement ? Ouais, mais le physicalisme, c'est un matérialisme extrêmement statique, quoi, enfin, et ultra déterministe, c'est-à-dire qui va penser la pure causalité matérielle, c'est-à-dire tout phénomène de connaissance, de conscience, d'observation, etc., est réduisible à un phénomène physico-chimique et matériel, quoi. Arriver à ça. Nickel, effectivement. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais je veux pas trop qu'on rentre dans le détail parce que je pense qu'on aura beaucoup à dire sur tous ces points-là quand on va évoquer le système métaphysique de Spinoza qui est assez intéressant. On en parlait en off sur WhatsApp. Je pense que c'est à la fois très complexe et je trouve assez. Moi, je trouve qu'il y a une beauté personnellement, mais il y a toujours un rapport, je pense il y a toujours un rapport à la philosophie qui doit être un rapport à l'émerveillement. Et Spinoza a été un des premiers à le décrire comme ça. C'est l'émerveillement qu'on éprouve face à quelque chose qui pouvait être purement passif et apparaître comme un phénomène, à savoir ce qu'il y a derrière, à le comprendre. Vous voyez, il y a deux formes d'émerveillement. Il y a un émerveillement un peu enfantin ou adolescent, c'est l'émerveillement face à un tour de magie. Et puis il y a l'émerveillement secondaire, et là-dessus Spinoza dit des choses magnifiques, c'est l'émerveillement quand
t'as compris comment fonctionnait ce tour de prestidigitation. Et finalement, l'émerveillement, il est un peu plus mature, etc. Il est un peu plus abouti, mais il est le même, quoi. Ça y est, j'ai compris le truc. Je sais pas si ça te fait cet effet-là, Noé. Si, carrément. Mais je trouve que voilà, chez Spinoza, il y a cette forme-là, et chez Marx aussi. C'est deux philosophes qui vont pas s'intéresser vraiment à dire. Alors, on pourra en discuter, comme tu dis, plus profondément, mais qui vont chercher des lois d'explication. Et donc, quand on lit Spinoza ou quand on lit Marx, on dit, ah d'accord, c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà. Et je comprends qu'il y a cette forme de beauté, d'émerveillement. Enfin, je suis assez d'accord. J'imagine que du coup, pour faire une parenthèse, puisque tu parlais de Goldman, j'imagine que peut-être tu retrouves ça aussi chez Goldman. Oui, bah, complètement. Complètement, c'est vraiment un philosophe qui est alors c'est pas le cas de Spinoza, même si même ça pourrait se discuter, qui est extrêmement lisible, qui est extrêmement pédagogique et qui est en même temps extrêmement pointu, et qui en fait a l'envie d'aller chercher, on va dire, l'intégralité de la tradition marxiste. Une de ce que dit Goldman, c'est que son projet, c'est de faire une analyse marxiste de la pensée marxiste. Bien, si cette épistémologie, elle a du sens, elle a un sens concret, réel et rationnel, hein, voilà. Elle doit pouvoir avoir cette forme de réflexivité, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer elle-même ses mutations. Et donc, ça donne des choses extrêmement intéressantes parce que ça donne un recul, ça donne une analyse marxiste de la société, mais là-dessus, beaucoup de gens ont écrit, on est dans toute l'histoire du marxisme, il y a des très grands auteurs, mais ça donne aussi un recul sur la méthode d'analyse à travers l'histoire et même une explication de ce qu'on disait. Par exemple, on parlait en début du marxisme qui est devenu très positiviste et très déterministe. Il va avoir des développements juste en expliquant pourquoi il a pris cette forme-là, et c'est aussi une explication matérialiste dialectique marxiste, parce qu'il va aussi montrer que c'est un effet du développement productif que le marxisme a tel trait plutôt que tel trait. Donc effectivement, il y a ce même émerveillement, mais je crois que c'est l'émerveillement philosophique, ou l'émerveillement de la connaissance plus largement, de comprendre comment ça marche. Et je crois que Spinoza, là-dessus il est tout de même indépassable. La béatitude, juste pour finir, mais la béatitude de Spinoza, c'est vraiment... Je pense que si quelqu'un l'a atteint 1 seconde ou 2 secondes, c'est 2 secondes d'éternité où on a l'impression que quelque chose qui nous échappait tient dans notre main, quoi. Enfin, voilà, tu vois. Je sais pas si ça te fait quelque chose. Si, c'est assez bien décrit, ouais, je suis assez d'accord. Ça dure pas longtemps. Et juste, pour rester un peu sur Goldman avant de repartir sur Spinoza, moi je connais pas du tout, hein, je l'ai pas lu, c'est pour ça que je suis curieux. Qu'est-ce que tu recommanderais, je connais pas son œuvre, c'est quoi pour s'initier un peu à sa pensée? Qu'est-ce que tu recommanderais, pardon? Alors, Lucien Goldman a écrit un très 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 grand livre qui fait encore et qui fera encore écho, qui s'appelle Le Dieu caché. Et donc c'est un livre sur la pensée tragique, donc tu vois, au XVIIe siècle, surtout la pensée de Pascal et de Racine. Et justement, Goldman montre comment justement expliquer la pensée de Goldman et de Racine, les rapprocher ensemble à travers les classes sociales, leurs conflits, leurs possibilités, leurs limites de l'époque. Et à partir de ça, il va construire une méthode d'analyse des œuvres, parce que c'est un sociologue en fait de la culture et des œuvres culturelles, Goldman. Et il va construire une méthode marxiste d'analyse des œuvres culturelles en analysant les sujets, donc que lui il appelle des sujets collectifs, hein, dans la tradition de Lukács, c'est-à-dire les groupes, quoi, les groupes humains, les groupes sociaux, leur conscience réelle, leur conscience possible, leurs intérêts, les capacités qu'ils ont de promouvoir leurs intérêts ou les limites. Voilà, est-ce qu'on est dans un sujet collectif, une classe sociale qui est plutôt prospérante ou qui est plutôt coincée, décroissante? Enfin, voilà, il va faire toutes ces analyses-là.
Et donc le plus grand livre là-dessus, quand il met en place sa méthode, c'est dans le Dieu caché. C'est le livre, on va dire, le plus complexe, quoi. C'est un peu par rapport à Marx, c'est un peu le Capital, quoi. Voilà. D'accord. Mais il y a de très très beaux moments, même chez Marx, on peut le dire. C'est son éthique un peu. D'accord, ok. À côté de ça, il a écrit beaucoup d'essais et de conférences. Donc si vous voulez vous pencher dans Goldman, des petits textes euh, sur des thèmes, voilà, sur le marxisme, sur des auteurs, sur des œuvres, etc. Donc vous pouvez retrouver ça dans pas mal de recueils. Euh, Structure mentale et création culturelle, marxisme et sciences humaines, tout ça, c'est des recueils. Et puis il a un livre qui est assez achevé dans la fin de sa vie, qui est plutôt intéressant, qui est Sciences humaines et philosophie. Donc là, c'est un essai sur effectivement comment concilier les sciences humaines et la philosophie. Là, il va un peu aller il est vraiment à la frontière dans les fins des années 60 où justement la philosophie devient attaquée par les sciences humaines à juste titre, et notamment par la sociologie structuraliste. Et là justement il va essayer d'avoir une approche toujours dialectique de comment la philosophie est encore nécessaire. Et ça, Noé, t'as une dette envers lui, mais légitime et nécessaire, mais qu'effectivement elle ne peut plus être faite de la manière dont on la faisait avant, très spéculative, métaphysique, etc. Donc, si je vous conseille, peut-être commencer par philosophie et sciences humaines, ça vous donne un peu un aspect général de son épistémologie. Et puis c'est très intéressant parce que justement, c'est des débats qui peuvent faire écho à des débats épistémologiques actuels. Sur le déterminisme, sur le structuralisme, sur la pensée du sujet. Voilà, est-ce qu'il y a un sujet agissant ou est-ce que il y a juste des structures par lesquelles on est agi. Enfin voilà, les débats des années 60 sont intéressants. Donc, commencez par ça. Après, amusez-vous à lire marxisme et sciences humaines. Il y en a plein. Recherche dialectique, c'est très très bien aussi. Donc c'est le recueil d'essais et de conférences. Et puis après, vous pouvez aller attaquer le Dieu caché, et puis ses premiers livres qui sont issus de ces thèses, qui sont des essais sur la totalité chez Kant. Voilà. Donc la totalité chez Kant, c'est la pensée de la totalité du tout, qui est, on va dire, l'apparition du monisme chez Kant, qui y avait déjà chez Spinoza. Ok. Et justement, du coup, ça c'est une question que moi on me pose de temps en temps par rapport à Spinoza, quand je parle de Spinoza sur la chaîne, et j'ai un peu envie de te la poser aussi. Par quoi tu recommanderais, toi, de s'initier à la pensée de Spinoza? Le traité politique, c'est bien. Je sais pas ce que t'en penses. C'est la recommandation que je fais aussi, ouais. Le traité politique, c'est pas mal. Après, même le traité théologico-politique, je pense qu'on peut commencer par ça aussi. Moi, je pense que l'éthique, c'est vraiment un livre, ça va peut-être te surprendre, par lequel on peut commencer. Ah ouais, ouais, ça me surprend, ouais. Parce que finalement, c'est un livre assez logique, mais en fait, c'est un livre, c'est comme le Capital de Marx. Moi, c'est pareil, je vais dire, vous pouvez également commencer par le Capital de Marx. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas vous attendre à le finir. Faut pas vous attendre à commencer les pages, à arriver au bout et dire j'ai lu le Capital. Et l'éthique, c'est la même chose. C'est, je pense, le fait de comprendre des aspects du Capital, de comprendre des trucs qu'on ne comprend pas, qui, on va dire, va nous amener à aller vers soit d'autres textes on va dire de l'œuvre de l'auteur, soit d'aller lire carrément des commentateurs. Il y a des très bons commentateurs de Marx et Spinoza, c'est pareil, il y a des excellents Matron, Sévrac, Jacquet, enfin, je ne peux pas tous les citer, mais voilà. Et puis même au-delà des Français. Et donc il y a un centre de gravité de ces œuvres-là. Et l'éthique, je pense, t'as une espèce de centre de gravité chez Spinoza qui fait que je pense qu'on peut commencer par l'éthique et effectivement, buter sur un moment, c'est peut-être passer à une autre proposition que celle-là qui va être plus éclairante et qui va nous permettre de faire un retour en arrière. Tu vois, il y a ce travail-là autour de l'éthique qui est
mais je pense voilà qu'il y a un travail continu, qu'il y a un travail permanent. Je pense pas qu'on puisse dire j'ai lu l'éthique une fois. Non, oui. Non, mais tu vois, il y a des livres qu'on lit une fois, et puis par exemple un truc simple. On parle de Kant, par exemple. Bon, ben voilà, si chez Kant, vous critique de la faculté de juger, par exemple. C'est un texte, voilà, c'est clair, c'est lisible, on peut lire. Voilà. Et puis il y a d'autres textes, il va falloir y revenir plusieurs fois. Chez Spinoza, je pense que faire de l'éthique, la volonté de lire l'éthique proprement, de manière cohérente, etc., un peu comme le Capital chez Marx, qui a un centre de gravité dans l'œuvre extrêmement important, et ben je pense que ça peut être un moyen de bien rentrer dans Spinoza, et justement d'aller justement vers de faire ce travail qui est un peu dur, en fait. Voilà. Spinoza le décrit bien aussi, mais dans la philosophie, c'est aussi un travail, quoi. C'est pas juste un plaisir de lecture, c'est bah ouais, là je bute, mais je vais y revenir via à lire un article qui commente cette partie-là, via lire un auteur qui commente cette partie-là, via je vais revenir lire les traités de Spinoza entre les deux, ça va peut-être m'aider, voilà. Mais voilà, je trouve que rentrer dans l'éthique dès le départ, c'est un peu comme rentrer dans l'eau très froide quand tu sais pas nager, tu vois. Ouais. Mais ça te donne tout de suite des éléments de ce que tu vas devoir faire par la suite. Si tu veux t'en sortir, et ben il va falloir commencer par flotter, et puis il va falloir ensuite bouger pour pas avoir trop froid. Et je crois que l'éthique, c'est voilà, ces œuvres-là, elles ont ce sens-là. Pas y arriver du premier coup, c'est pas grave. Trouver des petits moments, comme tu le disais, de beau. Ouais. Rien compris, mais ça arrive ça dans la lecture. Ouais. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il y a des fois des lectures, on a un aspect à la lecture très monastique, très, je dis souvent petite bourgeoise, tu sais, mais très linéaire, ouais. Religieuse, tu vois. Je lis de A à Z dans l'ordre, etc. Non, le livre, ça se travaille, ça se torture. Quand c'est chiant, on saute des pages, et puis en fait, ce qui était chiant à un moment donné redeviendra intéressant avec les développements de tes structures mentales et de la connaissance. Et puis continuer des fois, c'est de se dire j'ai rien compris jusque là, mais ça c'est vraiment éclairant, quoi, tu vois. Donc ouais, je pense que la rudesse de l'éthique est plutôt paradoxalement ouais, une espèce de chose qu'on peut s'infliger au début, quoi. Ce sera pas suffisant, il faudra y revenir, faudra contourner, faudra approfondir à côté, faudra même discuter. Moi, je suis pour la lecture collective, quoi. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on fait là, mais voilà. Sinon, si vous voulez vraiment, si vous avez déjà rentré dans l'éthique et que c'est pas possible, vous vous dites soit j'arrête Spinoza, soit vous me trouvez un autre livre. Ouais, le traité politique, c'est peut-être okay. Intéressant ce que tu dis, je pense que t'as pas tort. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis sur la lecture collective, parce que la dernière traduction française en date de l'éthique, c'est une équipe menée par Maxime Rovert. Et c'est exactement ce qu'il dit aussi, je sais pas si tu savais, il dit qu'en fait, déjà, non seulement il dit qu'il faut le lire comme ça, mais il dit en plus que même, en fait, l'éthique a été écrit comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas tout seul, Spinoza. Il avait un cercle d'amis, de proches collaborateurs, et qu'en fait, c'est pas juste l'œuvre de Spinoza, quoi. Oui, non, mais je comprends très bien. En plus, il y a ce rapport-là à l'œuvre au XVIe siècle, quoi. Nous, on a un peu un rapport bourgeois à l'œuvre de l'auteur unique, tu vois. Et en fait, au XVIe siècle, l'œuvre, elle est plus collective. Alors moi, je suis passionné de peinture en parallèle, hein, mais voilà, tout ce qu'on attribue aujourd'hui à les grandes œuvres de Michel-Ange, de Raphaël, voilà. En fait, ce sont des œuvres. À l'époque, ces gens-là n'avaient même pas le statut d'artiste, c'était des artisans, quoi. Et donc, ils avaient une compagnie, ils avaient des ouvriers, et la majorité des œuvres qu'on attribue à Michel-Ange sont des œuvres en fait collectives, parce qu'il y a des gens qui ont même aujourd'hui les gens s'intéressent à ça. Quel degré de liberté les ouvriers avaient, à quel moment,
ils ont fait des choses que le maître ne voulait pas. C'est extrêmement intéressant et ça fait le point avec Goldman justement dans Sciences humaines et philosophie, qui dit que justement une vraie pensée aujourd'hui collective, même on va dire marxiste, finalement ça devrait se faire en collectif, en labo de recherche, etc. Et à terme, peut-être que normalement, on devrait lire des œuvres de sciences humaines et de philosophie, Noé, écrites par le labo de recherche 341 de tu vois, et pas avec avec le nom de la personne, tu vois. C'est encore un reliquat très 19e, ça, voilà, de l'auteur. On arrive à avoir des ouvrages collectifs aujourd'hui, mais tu sais, il y a toujours le sous la direction de. Oui, c'est vrai. Donc, on n'est pas encore justement au dépassement de cette catégorie-là. Mais oui, j'avais pas l'info, mais ça confirme ce que je pense. Ok. Très intéressant. Mais je note donc cette recommandation, effectivement. Moi, mais en fait, parce que j'ai eu des expériences de gens qui m'ont dit j'ai commencé par l'éthique, ça m'a dégoûté, quoi. Mais d'ailleurs, justement, message pour le fou allié, un vidéaste et ami à qui j'avais recommandé le traité politique, puis il l'a pas trouvé, donc il a pris l'éthique. Mais voilà, il faut que tu persévères un petit peu là. Hein. Utilise ton conatus. Ouais, c'est ça. Et même le dégoût doit. Là, c'est je vais être très spinozien aujourd'hui. Les gens, ils vont se dire, ah ouais, mais alors quand il est avec Noé, il est super spinozien alors qu'il le défonce, etc. Non, je m'adapte pas. Je pense que je tiens une ligne, voilà. Il y a une dette et puis après il y a une critique. Enfin, il y a des limites, mais. Bien sûr. Mais non, mais là-dessus et là-dessus, c'est pareil, toute pensée, voilà. Si je dois définir le marxisme, c'est vraiment une pensée de l'action. Voilà. Spinoza, c'est une pensée de l'activité. Alors c'est un peu la différence entre les deux, mais finalement chez Spinoza, il y a assez peu la pensée de l'action, c'est-à-dire si vous voulez mieux comprendre, va falloir transformer les rapports sociaux. Tu vois ce que je veux dire Chez Marx, il y a ça. Par contre, chez Spinoza, il y a vraiment une pensée de l'activité et pas de la il y a une forme de, ça peut être une forme de passivité face au monde. C'est là où on pourra avoir les débats. Est-ce que c'est pareil une pensée de la transformation comme chez Marx ou de la métamorphose comme chez Spinoza. Mais il y a quand même une pensée de l'activité qui est la connaissance. Voilà. C'est pas une pensée de la transformation, c'est pas tout à fait une pensée de l'action, mais c'est pas une pensée qui dit les choses sont là dès le départ. Voilà. S'il y a vraiment un truc chez Spinoza, c'est le côté si vous ne faites rien, vous n'êtes rien. Enfin, sur le prendre de la processus connaissance, etc. Et par défaut, finalement, vous êtes extrêmement peu libre, extrêmement connaissant, etc. Donc, il va falloir vous faire un peu mal, quoi. Voilà. Et l'éthique, ça fait mal, mais ça fait partie du process, quoi. C'est comme quand vous faites une psychanalyse et que vous sortez le portefeuille, quoi. Voilà. Ça doit faire mal à un moment donné, ça fait partie de la thérapie, quoi. Donc, je suis assez d'accord, ouais. Donc, je suis assez d'accord, et en plus, c'est marrant que tu aies utilisé le terme d'activité, parce que c'est exactement le terme qu'utilise aussi Steven Adler, qui est un universitaire américain spécialiste de Spinoza, et c'est aussi un des termes qu'il utilise pour désigner ce qui caractérise la personne libre, on va dire, dans la pensée de Spinoza. Et effectivement, elle est active, et il y a ce côté aussi de ce que tu décrivais de la recherche de la raison, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est fondamental chez Spinoza, c'est que s'il y a un dualisme, il y a un dualisme entre l'action et la réaction. Enfin, l'activité et la réactivité. Je vais garder l'action pour Marx. Pour Marx. Mais l'activité et la réactivité. Être cause adéquate de soi, même si c'est quasiment impossible, c'est être purement actif, quoi. Être soumis à ses passions tristes, etc. C'est être purement réactif. Entre les deux, et c'est là où justement, chez Spinoza, il va dire, vous voyez bien, que vous soyez réactif ou actif, le conatus s'exprime toujours. Mais, tout à fait. Mais dans la réactivité, vous êtes impuissant, quoi. Et quand vous êtes maximisez votre activité, vous maximisez votre puissance, quoi. Et souvent, moi, j'aime le conatus. Il y a des traductions, et moi, la meilleure traduction que j'ai pu voir, je sais plus c'est qui, c'est la commentaire, c'est plutôt une tradition de plénitude.
C'est-à-dire, en fait, chez Spinoza, il va y avoir plus euh, c'est de se dire, il y a un conatus, c'est-à-dire la volonté de persévérer, en fait, elle va être pleine quand on atteint la béatitude, justement. Il y a toujours cette frontière-là, le conatus est toujours là, mais plus vous êtes du côté de la réactivité, plus votre conatus, on va dire, est vide, quoi, est limité, plus vous allez vers l'activité et puis la cause adéquate de vous-même, plus en fait ce conatus va être plein et entier, quoi. Et ce qui est intéressant, j'aime bien cette traduction-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire, c'est pas, on repousse pas les frontières chez Spinoza. Il y a toujours une, comment dire, et là-dessus, Marx justement, va faire exploser ça. C'est pour ça qu'il y a des ruptures. Chez Spinoza, il y a toujours un absolu, un éternel, un toujours là, et qui va être le conatus, par exemple. Mais à l'intérieur de ces frontières-là fixes, cette sphère avec tel volume, etc., ben, il y a du mouvement à l'intérieur, quoi. Ton conatus, il est plus ou moins plein, plus ou moins puissant, plus ou moins, voilà, en fonction de... Et j'aime bien cette vision de chez Spinoza d'avoir des sphères qui se remplissent ou qui se vident en fonction des déterminations. Ok, ouais, c'est intéressant, effectivement. Je n'avais pas entendu cette traduction-là du terme conatus. Ouais. Je trouverai le prochain. Ouais, carrément, avec plaisir, la source, ouais. Et alors du coup c'est pas mal, on a je pense ça fait un bon petit tour on va dire introductif de voilà une partie des thématiques qu'on va aborder. Peut-être pour finir, parce que je voulais garder un format quand même relativement court pour ce premier épisode, mais j'avais une question peut-être justement un peu plus pour amorcer les éventuelles ruptures qu'il va y avoir. Et puis en plus je trouve que c'est marrant, il y a quelques temps on m'avait interpellé sur Twitter parce que Paduring que tu connais bien et que je connais un petit peu aussi plaisantait sur le fait que dans ses DM tu le harcelais en disant que Spinoza c'est du développement personnel. Et du coup j'avais envie qu'on parle un peu de ça parce que en vrai je trouve que c'est un sujet alors il y a le côté marrant, mais je pense que c'est une vraie question qui est intéressante aussi, dans le sens où ça interroge sur l'objectif de la philo. Et donc voilà, pour terminer, je voulais peut-être qu'on lance un peu cette thématique-là, qui sera sûrement abordée aussi à l'avenir, mais voilà, qu'on parle un peu de ce côté-là, de la question de l'eudémonisme, et voilà, est-ce que tu penses un peu de tout ça, en quoi c'est une forme éventuellement de développement personnel? Moi je pense que ça peut se défendre. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je crois que aujourd'hui on se moque un peu du développement personnel parce que historiquement aujourd'hui l'individu, ses expressions, son émancipation est quand même il y a toujours des limites, il y a toujours des choses à repousser, il y a toujours des catégories extrêmement opprimées et il y a des individus plus ou moins. Mais la pensée de l'individu est assez hégémonique. Il faut se replacer dans le contexte de ce qu'est Spinoza et là-dessus même vis-à-vis de Descartes, quand les gens s'interrogent vis-à-vis du sujet, de son individualité, de ses possibilités, de ses limites. C'est pas le même cas, quoi. On est sous un ancien ordre symbolique, clérical, religieux, où finalement la pensée de l'individu, de ses espaces, c'est des choses qui réapparaissent depuis le 15e, avec le protestantisme, avec Luther, etc. Mais avec Saint-Augustin et tout, mais c'est des choses qui sont encore spéculatives, récentes, et qui pour la majorité du monde font assez peu de sens et commencent à faire sens finalement dans des catégories de la société qui soient des catégories privilégiées, la bourgeoisie, la très haute bourgeoisie pour Descartes, la bourgeoisie intermédiaire, la petite bourgeoisie pour Spinoza. Mais cette pensée finalement de l'individu, et puis Kant ira beaucoup plus loin parce qu'il est 100 ans plus tard, mais de quelle est la vie bonne, comment on atteint le bonheur quand on commence à comprendre que l'ordre religieux est insuffisant, comment se comporter quand on commence à comprendre que vous voyez, l'ouvrage de Goldman qui s'appelle Le Dieu caché, la pensée tragique, c'est la pensée de Pascal, on pourrait y revenir, mais qui est fondamentale. Le Dieu devient un pari, c'est-à-dire il faut agir alors qu'on comprend que le monde autour de nous
Dieu y est absent et qu'on peut le comprendre justement par la raison, et que finalement les phénomènes qu'on pensait attribuer à Dieu, on peut comprendre bien mieux leurs raisons et bien mieux les anticiper. Donc Dieu devient, on va dire, à cette époque-là, inefficient via le développement de la science, limité, voire absent ou caché. Et finalement ça va remettre en question la question du bonheur, la question du salut, la question de la vie bonne, de comment se comporter, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, etc. Oui, c'est l'apparition, l'essor de la pensée de l'individu réflexif à sa propre vie, à son bonheur, qui devient particulier et plus général, qui devient un travail, comme on l'a dit, qui n'est plus vertical, qui a une forme d'horizontalité. Donc pour moi, oui, que ces philosophes-là apparaissent dans nos époques aujourd'hui comme du développement personnel, ça me paraît non seulement normal, et j'ai envie de dire, si le développement personnel aujourd'hui majoritaire se fondait à lire l'éthique, à lire les méditations de Descartes, et à lire Aristote. Ou Aristote, déjà ce serait pas mal, quoi. Tu vois, c'est le problème du développement personnel, c'est pas tellement qu'il existe, c'est que par rapport aux questions et à la profondeur de ce qu'ont pu faire les philosophes du XVIIe siècle sur la pensée de la vie bonne de l'individu, de comment agir, etc., du XVIIe et du XVIIIe, hein, parce que là-dessus, si on dit que Spinoza est du développement personnel, ça va être dur de pas mettre Kant dedans, hein, donc tout à fait. Donc oui, il y a effectivement cette double pensée qui est pas simplement la pensée, on va dire stoïcienne, voilà. Qu'est-ce que c'est de mener une vie bonne quand finalement le monde autour de nous devient de moins en moins accessible. C'est ça le paradoxe en fait du rationalisme, c'est que plus il comprend que le monde est accessible par la connaissance, le travail, et puis la maximisation des connaissances, et puis le travail scientifique, finalement, plus on devient étranger au monde, quoi. Parce que finalement, la réponse théologique répondait à tout. Et là, il faut se reposer chacune des questions. Et la pensée du rationalisme, c'est vraiment ça, c'est vraiment un monde qui devient étranger et qu'il va falloir réinterroger, mais via une nouvelle méthode qui n'est plus la théologie, mais la science, quoi. Très bien. C'était très intéressant. Je te remercie, Christophe. Donc, en gros, on n'a pas encore fixé tout à fait, mais dans les prochains épisodes, je pense qu'il y aura probablement, à mon avis, il nous faudra un épisode consacré à la métaphysique chez Spinoza. Je pense qu'il se serait pas mal d'avoir aussi un épisode spécifique sur la question de la liberté, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est quelque chose qu'on avait évoqué un peu quand on envisageait ces discussions sur Twitter. Quoi d'autre ? J'avais noté un troisième truc, mais enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs qu'on va aborder plus en profondeur, mais pour un début, ça me semblait pas trop mal, et donc voilà, je te remercie. Je mettrai évidemment tout un tas de sources vers ce qu'on a évoqué sur la version YouTube de cet épisode, que ce soit sur Goldman, sur Spinoza, sur Marx, etc. Et puis, je pense que je mettrai aussi peut-être quelques notes sur ce qu'on va prévoir pour les prochains épisodes. On n'a rien fixé encore, il faut qu'on trouve des dates, mais voilà, je pense que ça va être très intéressant, et je te remercie de participer à ça. Merci de l'invitation, et puis ouais, peut-être dire que effectivement les prochaines fois on essaiera d'être un petit peu plus pas dans la confrontation, mais je veux dire que tu sois moins dans l'interview, quoi, que tu donnes aussi tes positions sur les concepts, quoi. Ok, carrément, avec plaisir. Mais je pense que ce sera l'occasion effectivement quand on rentrera dans le détail. Tout à fait. Nickel. Merci beaucoup, Christophe. À la prochaine. Ça marche.
Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.